soit les données de nature à permettre l'identification de l'auteur de contenu qu'il héberge, soit les données portant sur l'identification des personnes utilisatrices des services qu'ils fournissent. Article 12. Les prestataires techniques ont une obligation de résultat en matière de conservation des données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu en ligne. Et bien sûr, là, ces prestataires engagent des responsabilités par négligence s'ils ne défèrent pas aux demandes de l'autorité de justice, notamment l'infraction prévue par la loi sur la cybercriminalité en son article 431, alinéa point 44. Troisième obligation mise à la charge des prestataires techniques, c'est une obligation d'information. On l'a vu tantôt, ils doivent informer les utilisateurs de l'existence de moyens techniques limitant l'accès à certains contenus, mais le prestataire technique doit également donner ses coordonnées. Il doit donner ses coordonnées pour qu'on puisse justement lui demander de fournir les informations, les données qu'il a eu à conserver au titre de son obligation de conservation. Également, déterminer les conditions de la prestation, comment il va livrer sa prestation, quel est le prix, notamment pour envisager les modalités de commerce électronique. Mais également, lorsqu'il constate des infractions, il doit informer les autorités publiques compétentes pour que justement les dispositifs juridiques prévus par la loi sur la cybercriminalité puissent être mis en œuvre. Donc, lorsqu'il s'agit d'un éditeur professionnel, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un journaliste, la loi lui impose de mettre à la disposition certaines informations relatives à son état civil et à ses activités professionnelles afin que les éventuels partenaires commerciaux puissent être largement édifiés sur l'identité véritable de l'éditeur public. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un professionnel, la loi lui permet de dissimuler son identité, mais il est tenu de communiquer ses coordonnées et certains de ses éléments relatifs à son activité au prestataire technique, lequel les mettra à la disposition de l'autorité judiciaire lorsque ce sera nécessaire. Également, le prestataire technique est tenu d'une obligation de secret. Cette obligation de secret s'impose à toutes les personnes dont l'activité est d'offrir un accès en ligne à des services au public par le biais des technologies de l'Internet, notamment les éléments d'identification personnelle qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité professionnelle. Cependant, cette obligation de secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. Une autre manifestation de la transformation des prestataires techniques en auxiliaires de justice, c'est l'obligation de surveillance. Au terme de l'article 3, alinéa 5 et 6, les personnes visées au point 1 et 2 du présent article ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent au stock, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Cependant, on peut leur demander de procéder à une surveillance ciblée et temporaire lorsque cela est nécessaire. Et donc, il faut comprendre que les prestataires publics ne sont pas des policiers, ni des gendarmes, encore moins des juges. Leur rôle principal n'est pas de traquer des informations commises par le biais des nouvelles technologies. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas une obligation générale. Par contre, il peut y avoir une obligation spécifique. Il n'appartient pas aux prestataires techniques de rechercher si le contenu qu'ils hébergent ou qu'ils transportent est illicite, mais lorsque le juge peut leur demander, ils peuvent de façon ciblée le faire. Alors, ils n'ont pas à leur charge une obligation générale de surveillance. Il ne leur appartient pas de rechercher si les contenus en cause sont illicites, mais ils peuvent mener des activités de surveillance ciblées et temporaires. Il s'agit d'une obligation spécifique de l'autorité de surveillance. De même, au terme de l'article 3.6, le juge peut, en référé au surrequin, prescrire aux prestataires techniques toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de contenu de communication au public en ligne. Parce qu'en fait, les prestataires techniques ont l'obligation de mettre en place un mécanisme d'information qui doit permettre aux utilisateurs des services de
ou d'informer l'autorité judiciaire de l'existence d'un contenu illicite. À partir de ce moment, à partir du moment où il y a cette possibilité d'information-là, et que l'autorité judiciaire en est informée, il peut demander aux prestataires techniques de procéder aux vérifications nécessaires donc pour vérifier s'il y a un contenu effectivement illicite. Et lorsque c'est le cas, de prendre les mesures qui permettent de bloquer l'accès à ce contenu-là. Par ailleurs, de façon spécifique, on met à leur charge une obligation de lutte contre certaines infractions. L'article 3 dispose, compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale, ainsi que de la pornographie infantile, les personnes mentionnées, les prestataires techniques, doivent concourir à la lutte contre de tels agissements. À ce titre, elles doivent mettre, pour ces infractions, c'est une obligation qui est mise à leur charge. Pour les autres infractions, le dispositif peut être facultatif, mais pour les infractions citées par ce dispositif-là, le dispositif technique doit être obligatoirement mis en place. Un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité illicite mentionnée à l'alinéa précédent qui leur sont signalées et qu'exercent les destinataires, et d'autre part, de rendre public les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités. Donc, ces infractions remettent en cause le fondement même de l'État et de la société. Et donc, il faut nécessairement contribuer à la lutte contre ces infractions. Mais, du point de vue du caractère illicite, comme on l'a dit tantôt, l'énumération qui est faite par le législateur est uniquement indicative. Le juge a la possibilité d'interpréter le caractère illicite des données contenues sur un site. Le législateur met à la charge des prestataires deux obligations fondamentales. Une obligation d'information et de mise à disposition de moyens techniques de restriction de l'accès à certains services, et d'autre part, une obligation minimale de surveillance. Et donc, tout manquement aux obligations définies au niveau de l'alinéa précédent, donc alinéa 5, alinéa 1er, article 5, alinéa 1er, est puni en vertu des dispositions légales. Mais comment ces prestataires-là peuvent-ils concourir à éradiquer ces délits? C'est les articles 9 et 10 du décret qui disent un peu quelles sont les obligations des prestataires techniques en la matière. Et donc, c'est l'exigence de mise en place d'un dispositif facilement accessible et visible, et ensuite un dispositif consistant à mettre à disposition des utilisateurs un accès par le biais d'un formulaire de signalement d'appui permettant d'informer soit le prestataire de services concerné, soit les autorités compétentes de tout contenu en ligne manifestement illicite. Et sur la base de ces obligations, deux responsabilités sont prévues. Une responsabilité civile et une responsabilité pénale. Mais en réalité, il faut comprendre que c'est une responsabilité limitée. C'est une responsabilité limitée dans la mesure où le prestataire technique n'est qu'hébergeur ou transporteur. Il est rarement éditeur. L'article 3.2 pose le principe d'une responsabilité civile limitée. Elle dispose les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, par la mise à disposition au public des biens et services, le stockage de signaux, d'écrits, d'images et de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande des destinataires de ces services, si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de fait et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Article 3.3, principe de responsabilité pénale limitée. Les personnes visées au point 2 du présent article
ne peuvent voir leur responsabilité limitée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'information, de l'activité ou de l'information illicite, ou si dès le moment où elles ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer, etc., etc. Alors, on se rend compte que le domaine du régime particulier est plus étroit en matière de responsabilité pénale qu'en matière de responsabilité civile. L'article 3.2 porte sur la responsabilité du fait des activités et des informations stockées, alors que l'article 3.3 ne s'applique pour la responsabilité pénale qu'aux seules informations. Mais en fait, la suite de l'article 3.2 emporte confusion, car elle fait référence à la connaissance de l'activité réglementée, alors que la responsabilité du prestataire technique ne peut pas être engagée du fait de l'activité. Il y a donc là un problème pour savoir à partir de quand le prestataire technique peut avoir connaissance de l'activité réglementée lorsqu'il s'agit d'engager sa responsabilité pénale. Par ailleurs, on pose le principe de la connaissance de l'illicéité des informations ou activités. Et à ce moment, il faut en avoir une conception assez large. Au plan pénal, il faut démontrer la connaissance de l'activité ou de l'information illicite, alors que du point de vue civil, il est possible de se contenter de faits ou de circonstances qui font apparaître ce caractère. La différence, elle est subtile, mais il y a la possibilité d'avoir des interprétations divergentes. Ensuite, l'article 3.3 impose aux prestataires de mettre en place un dispositif technique accessible, visible, qui permette aux utilisateurs de les informer de l'existence du contenu illicite. Et sur la base de la mise en place de ce dispositif-là, il y a une présomption de connaissance des faits litigieux, dès lors que ceux-ci leur ont été notifiés ou que les circonstances, motifs, copies, éléments d'identification permettent de croire légitimement à l'illicéité des contenus. Cette présomption de connaissance joue sur le rôle de la responsabilité civile de l'hébergeur, parce qu'à partir de ce moment, il est susceptible de commettre une faute par son inertie, parce qu'on l'a informé de l'existence d'un contenu illicite et il n'a pas retiré ce contenu-là, ou bien alors il est responsable de la chose dont il a la garde, parce qu'il est hébergeur. Quelle question? Pour engager la responsabilité pénale. Donc, il y a toujours l'exigence de poser des dispositifs techniques accessibles et visibles et la présomption de connaissance. La question qui va se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'un dispositif accessible et visible en fait. Est-ce qu'il sera suffisant de donner juste un point, signaler un contenu illicite, ou bien faut-il aller au-delà justement de ce dispositif qui permet d'envoyer un message pour mettre tout un dispositif qui permettra de spécifier le contenu illicite qui a été constaté sur le site. En tout état de cause, du point de vue pénal, il faut caractériser les éléments constitutifs de l'infraction ou au moins de la complicité. Et dans la plupart des cas, la victime se trouve face à un hébergeur qui est complice par fourniture de moyens. Parce que, justement, l'hébergeur ne participe pas à la production du contenu. Il se contente d'héberger ce contenu-là. Et donc, complicité par fourniture de moyens, il a mis à la disposition de l'éditeur les moyens qui lui permettent de rendre public le contenu illicite. Le législateur prévoit également des possibilités d'exonération de responsabilité. On les retrouve au niveau de l'article 6 du décret. Lorsque l'hébergeur ne modifie pas le contenu, donc lorsqu'il ne participe pas à l'élaboration du contenu, il se contente de donner un moyen technique pour mettre en ligne le contenu. Lorsqu'il se conforme aux conditions d'accès et aux règles usuelles concernant la mise à jour des éléments contenus sur le site, lorsqu'il n'entrave pas l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données, et enfin, à condition qu'ils agissent promptement pour retirer les contenus qu'ils ont stockés ou pour en rendre l'accès impossible
dès qu'ils ont effectivement connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès au contenu transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou dans l'accès impossible et qu'ils ont exécuté la demande de l'autorité judiciaire. Un dernier point qui concerne le droit de réponse. Après avoir affirmé la liberté de communication électronique et donné la possibilité à des éditeurs professionnels de mettre de la presse en ligne, le législateur consacre un droit de réponse gratuit pour toute personne nommée ou désignée dans un service de communication par voie électronique. Les articles 20 et 21 précisent la procédure d'exercice de ce droit de réponse. Donc, il s'agit d'adresser une demande d'exercice par lettre recommandée ou tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur. Et il faudra également indiquer toutes les références relatives au message en cause, nom de l'auteur lorsque c'est possible, l'emplacement, est-ce que c'est dans le contenu du texte ou bien lorsqu'il s'agit d'un forum, à quelle place dans le forum, puisqu'il s'agit de la possibilité d'avoir des réactions sur un message, à partir à quel niveau des réactions, la forme, est-ce qu'il s'agit d'une image, est-ce qu'il s'agit d'un texte, les passages contestés et également les teneurs de la réponse à apporter. Ensuite, c'est le directeur de publication qui est responsable de la mise en œuvre du droit de réponse. Et lorsqu'il n'y a pas de directeur de publication, le modérateur est tenu de mettre en œuvre le droit de réponse. Lorsqu'on constate le corps de ce droit de réponse, là, les dispositions spécifiques, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de spécificité par rapport à l'exercice du droit de réponse dans le droit des médias classiques. Par ailleurs, il y a possibilité de ne pas exercer le droit de réponse si les messages contestés ont été rectifiés ou retirés à la suite d'une plainte de la personne qui a été constatée. Lorsque vous, qui a été nommé ou désigné, lorsque vous constatez qu'il y a une atteinte à votre honneur dans un message, par exemple, ou dans un article paru dans un quotidien en ligne, vous avez la possibilité de demander au rédacteur, au directeur de publication, le retrait ou la rectification de ce message-là. S'il diffère, il n'y a plus lieu d'exercer le droit de réponse. Voilà les quelques éléments que je voulais mettre à votre disposition. Je vous remercie. Monsieur Missangom, je crois que l'exposé a été très clair et la démonstration pertinente de ce que la loi sur les transactions électroniques dépassait largement le cadre du commerce électronique et englobait aussi la communication électronique. Et je crois que ce qu'on peut retenir de cet exposé, c'est que le législateur sénégalais cherche à promouvoir le commerce électronique, cherche à promouvoir la communication électronique. On en veut pour preuve l'article 13 déjà de la Constitution de 2001 qui parle de communication électronique et de son caractère intangible comme un droit constitutionnel. Et étant toujours dans le mouvement du Sommet mondial sur la société de l'information qui recommande que les États fassent tout pour promouvoir la société de l'information, qu'aucune personne ne puisse être privée des bienfaits de cette société de l'information et puisse communiquer justement dans le principe de l'accès universel aux télécommunications ou aux communications, y compris le mode de communication par voie électronique. Nous retenons donc sur ce droit de la communication la liberté de communication en matière électronique consacrée par la loi de 2008. Et cette liberté, évidemment, connaît une limite. La limite
ce sont les actes ou les activités manifestement illicites. On communique donc dans le cadre des lois et règlements pour utiliser la formule appropriée. On ne peut pas communiquer en violation des droits d'autrui ou en violation d'une loi ou en violation d'une obligation préexistante, ce qui constitue l'illicéité. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on aller dans la caractérisation de l'illicéité pour caractériser le caractère grave ou non de la violation, pour parler d'actes manifestement illicites? Mais liberté ne va pas aussi sans responsabilité. C'est pourquoi les acteurs de la société de l'information, notamment les prestataires techniques, ont été responsabilisés. Par les prestataires techniques, on entend les fournisseurs d'accès à l'Internet, par exemple la société vers qui vous allez et qui vous fournit du matériel pour vous permettre, à partir de votre ordinateur, d'accéder à l'Internet. Par exemple, on peut considérer que la Sonatel est un fournisseur d'accès à l'Internet. On peut considérer que Expresso est un fournisseur d'accès à l'Internet. On peut considérer que Arc Informatique est un fournisseur d'accès à l'Internet. Et M. le professeur Gomme nous a tout à l'heure livré une jurisprudence de la Cour d'appel, une Cour d'appel de France qui considérait l'employeur comme fournisseur d'accès à l'Internet à partir du moment où il mettait à la disposition de ses employés un système leur permettant d'accéder à l'Internet. Donc, responsabilisation des prestataires techniques, les fournisseurs d'accès à l'Internet, les hébergeurs. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un site Internet, sur la toile, vous louez une place. Et cette place, en fait, vous a été louée par un hébergeur. Et c'est cet hébergeur également qui est responsabilisé en tant que prestataire technique. Il y a aussi le transporteur. Par exemple, prenons le cas de la Sonatel, qui porte ici deux képis, en tant que fournisseur d'accès à l'Internet, mais également en tant que transporteur de données, transporteur en tout cas de données électroniques. Vous voyez donc que les principaux prestataires techniques sont ces fournisseurs d'accès, parmi lesquels on trouve les hébergeurs, mais également les transporteurs en matière électronique. Ces prestataires ont également des obligations diverses, parmi lesquelles on a principalement l'obligation de conservation des données. Ils sont obligés de mettre ou de conserver dans leur stock de données les données de trafic pendant une période déterminée. Je sais que en France, si je ne m'abuse, professeur, pendant 6 mois, les données de trafic doivent être conservées pour éventuellement être livrées à la justice en cas de recherche d'activité criminelle. Et ça permet également, vous voyez ces données, l'identification des personnes qui ont été sur Internet et qui peuvent être poursuivies pour des malversations éventuellement. Il y a également l'obligation de fiabilité technique, donc qui permettrait justement de mettre en place un dispositif de sorte que le parent puisse effectivement avoir un droit de contrôle sur ce que regarde son enfant ou sa famille ou les enfants mineurs dont il a la responsabilité. Il y a l'obligation d'information vis-à-vis de la justice. Quand une personne est recherchée, sur réquisition, le fournisseur d'accès à l'Internet, le prestataire technique de façon générale, doit pouvoir être délié du secret professionnel et livrer les informations objets de la réquisition. Mais en ce qui concerne les activités justement des internautes, les prestataires techniques
ne sont pas astreints à une obligation de surveillance active. D'ailleurs, ils n'auraient pas le temps. Parce que tout ce qui se passe sur Internet, personne ne peut le contrôler. Il y a un système, si vous voulez, de règlement des différends, qui veut que quand il y a une activité manifestement illicite qui est mise à la connaissance du prestataire technique, que le prestataire technique puisse prendre les dispositions appropriées. Soit pour suspendre la publication, ou alors prendre les dispositions techniques de sorte que cet acte puisse cesser immédiatement en attendant évidemment une décision du juge, parce qu'il appartient au juge de déterminer ce qui est manifestement illicite ou qui est dans son droit ou qui ne l'est pas. Voilà donc de façon générale, de manière condensée, ce que monsieur le professeur Missango nous a livré sur la communication électronique, et je pense que c'est des problèmes qu'on retrouvera dans notre pratique quotidienne. On en a commencé d'ailleurs à en voir certains en matière de diffamation et pouvoir introduire une réclamation devant les tribunaux. Mais voilà en tout cas une loi qui est très riche. Je voudrais m'en limiter à cela avant de passer donc la parole à M. Alioune Dione, donc, qui va nous parler de la suite sur le commerce électronique pour compléter cet exposé sur la loi de 2008 sur les transactions électroniques. Je vous remercie. Joie à vous écouter parce que je suis très content effectivement d'être là et d'animer ce séminaire avec les amis de l'Université de Saint-Louis. Je vais parler du professeur Gom qui est nouvellement agrégé. Je vais également parler de Maître Kane, avec qui nous avons partagé de bons moments ensemble. Mais également, je suis très ravi d'être là parce que le lieu, du point de vue de la symbolique, est extrêmement important. J'ai toujours rêvé d'être avocat, mais les aléas de la vie en ont fait autrement. Je suis inspecteur de douane, mais il reste qu'il y a cette filiation, cet amour-là déjà pour le métier. Et que j'envisage toujours de rejoindre plus tard. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc je voudrais rapidement aller à l'essentiel. Donc à la suite du professeur Gom, qui a beaucoup insisté sur l'aspect communication, donc je voudrais retracer le cadre juridique des transactions électroniques au Sénégal, mais en insistant un peu sur la notion d'écrit et sur la notion de signature électronique. Donc mon propos va porter sur deux questions en fait. C'est une évolution temporelle, si vous voulez, du point de vue de la législation sénégalaise, mais de la législation globale, l'égalité de même pour la France et pour les autres pays. Effectivement, on a eu à un moment donné une suprématie, pour ne pas dire un dictat du papier, qui de plus en plus a tendance à, disons, à laisser une place certaine à l'écrit sur le support électronique. Effectivement, dans le cadre sénégalais, les lois qui ont été adoptées le 25 janvier 2008, que ce soit la loi d'orientation de l'information, la loi sur la cybercriminalité, sur la protection des données à caractère personnel et sur également le commerce électronique, sont des lois d'une importance capitale. Parce qu'avant, effectivement, on avait des dispositions, mais c'est des dispositions disparates et qui se concentraient à des activités particulières. Je veux parler un peu du règlement EU de 2002 sur le système de paiement. Donc, il y avait dans le domaine des assurances également, il y avait